Peuple de YouTube, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Renardinho, c'est moi. Alors j'ai raclé mes fonds de tiroir, je n'ai plus une seule image du Japon et donc j'ai décidé de faire une petite vidéo un peu comme la précédente où je vous parlais de 5 artistes musicaux japonais que j'aime passionnément et là aujourd'hui je vais vous parler de 3 films japonais que j'adore. Alors le cinéma japonais, si on y pense quelques instants, ça nous évoque bien sûr les films de sabre auxquels Tarantino dans Kill Bill rend hommage. Mais est-ce que t'en connais d'autres? Comment ça? Non, All Boy c'est coréen. Wong Kar-wai c'est hongkongais. Jackie Chan? Non là t'es carrément raciste mon gars. Quand on pense au cinéma japonais, il y a des grands noms qui nous viennent en tête par exemple. Je pense à Akira Kurosawa ou à Yasujiro Ozu, Shohei Imamura ou encore plus récemment Takeshi Kitano. Bon alors la facilité c'est de penser aux films d'animation qui sont parfois dérivés de manga papier. Je pense notamment au succès des box-office colossaux de Détective Conan par exemple ou aux films de Hayao Miyazaki. Mais il y en a plein d'autres aussi. Par exemple il y a ceux de Satoshi Kon qui sont beaucoup plus adultes, beaucoup plus expérimentaux ou alors on a la fable cyberpunk de Ghost in the Shell ou des films dérivés des grandes séries d'animation comme One Piece, Naruto ou Dragon Ball bien entendu. Mais les 3 films que j'ai choisi de vous présenter, ils ont été sortis entre 2004 et 2008, donc c'est des films quand même très récents, qui sont intéressants en plus, voyez les jeux de mots. Oh non! Oh non, pas ça! Et qui traitent de sujets de société du Japon et donc qui ont des choses à dire sur la société japonaise et pour ça ils sont à voir pour quiconque s'intéresse au pays. Donc dans cette petite vidéo, on va parler de ces 3 films, j'espère que ça vous plaira. Attachez vos ceintures, sortez la boîte de mouchoirs et on se retrouve tout de suite pour parler de 3 films japonais adorables et incroyables. Le cinéma a depuis longtemps une fonction sociale. Comme art, il a aussi vocation à sensibiliser ses spectateurs sur des phénomènes de société, même si ceux-ci sont mineurs, et de mineurs il va en être question, car ce premier film parle non pas de Minecraft, mais d'enfants et d'abandon. Koreeda est maintenant un réalisateur plus en vue, notamment depuis sa reconnaissance au Festival de Cannes en 2013 avec son film Tel père, tel fils, mais surtout depuis la consécration via sa Palme d'Or en 2018 avec Un air de famille. Aujourd'hui, porte-étendard d'un cinéma qui, par des destins individuels souvent dramatiques, illustre des problématiques de société plus vastes en évitant l'écueil du misérabilisme, les luttes de la vie quotidienne, la mort, l'enfant sont des thèmes récurrents chez Koreeda et si universels qu'ils ont permis à son cinéma de s'exporter hors des frontières japonaises où il a été conçu. Côté scénario, on a affaire à un film inspiré de faits réels. Et oui, un de plus. Nobody Knows suit 4 enfants abandonnés par leur mère, partis vivre avec un nouvel homme, loin du nouveau foyer tokyoïte. Mais qui de mieux que son propre réalisateur pour vous en parler? Oups, pardon, je vais vous régler ça de suite. Il me semblait que ça en disait beaucoup sur Tokyo, la ville où je suis né et où j'ai toujours vécu. À travers ce fait divers, je pouvais donc parler de cette ville que je connais bien. D'autre part, à l'époque où le fait divers a éclaté, la presse avait diabolisé la mère et avait parlé de la vie de ses enfants comme d'un enfer. Or, ce qui m'avait frappé, c'est que la petite fille de 10 ans avait dit après coup « Mon frère aîné était gentil ». Ça m'avait touché. Et à partir de cette phrase, je me suis posé des questions. Je me suis dit que cela n'avait pas pu être un enfer en permanence. S'ils ont vécu comme ça pendant 6 mois, des relations très fortes ont dû se nouer. Une solidarité, une complicité se sont sans doute créées. Réalisé 15 ans après les faits sur lesquels il est basé et qui ont durement marqué les esprits à l'époque, Nobody Knows cherche à comprendre comment une fratrie dont l'aîné avait 12 ans à peine au moment des faits a pu survivre dans ce monde d'adultes et d'adversité qui l'abandonne et la rejette. Côté réalisation, arrivé au cinéma par la pratique du documentaire, Koreeda emploie beaucoup de plans fixes à distance respectueuse de ses sujets, comme s'il s'agissait d'épier ou respecter la pudeur de ses personnages. Jouée à la perfection par 4 enfants, la caméra se fait oublier et remarque les doutes, les peurs, les moments de complicité des personnages unis par la force des choses dans cette épreuve injuste et qui leur est pénible à comprendre. Malgré une présence importante d'une bande-son rudimentaire souvent réduite à 2 guitares classiques, celle-ci ne vient pas tomber dans le mélodrame, ou l'emphase larmoyante, le pathos,
et cette justesse de ton, on la retrouve tout au long des films de Koreeda. Mais au-delà du drame, Nobody Knows est un film poignant, parce qu'il touche à des cordes sensibles qui résonneront ou non chez le spectateur. Ça peut être un film très difficile à voir ou à digérer, et ça me fait penser à un autre film, mais qui est d'animation cette fois, c'est Le Tombeau des Lucioles d'Isao Takahata, dont l'une des grandes forces est qu'il se garde bien de la posture du donneur de leçons. Avec ce film, j'aimerais surtout que les adultes se souviennent de leur propre enfance, qu'ils ont complètement oublié, et qu'ainsi leur regard sur les enfants change. Et en ça, le film a une force assez dingue. Dans une société où les individualités, où les communautés se replient les unes sur les autres pour leur survie surtout menacée par une grande instabilité et précarité économique, il rappelle que ces événements peuvent se passer dans l'appartement voisin du vôtre et qu'au fond, chacun aspire à vivre dignement et humblement. Loin donc derrière l'image du Japon futuriste et attractif, peuplé de cerisiers et de fantasmes, Koreeda porte son attention sur les plus démunis d'entre nous, là où la réalité frappe injustement les destins les plus innocents. Deuxième film que je vous recommande, et c'est encore un film social. Mais cette fois, il est signé de Kiyoshi Kurosawa. Aucun lien, je suis fils unique. Ah, Kurosawa, j'en ai déjà parlé très brièvement à la fin de notre vidéo sur les nouvelles toilettes publiques de Shibuya, car c'est le réalisateur de l'excellent film Cure, qui utilisait le même acteur principal que le film Perfect Days de Wim Wenders, Koji Yakusho. Quand il aborde la production de Tokyo Sonata, Kurosawa a une quarantaine d'années. Il est déjà bien rompu à l'exercice de faire des films, bien que ceci soit dans une veine qui relève plutôt du polar, de l'enquête à suspense, flirtant avec le paranormal, car vous le savez peut-être, mais le Japon et ses habitants sont très sensibles aux esprits et autres yokai. Dans cette lignée, je vous ai parlé de Cure, daté de 1997, et c'est un film que je vous recommande chaudement, malgré le scénario éculé tenant sur un timbre-poste, voyant s'affronter un tueur en série doté d'étranges pouvoirs et un inspecteur poussé dans ses derniers retranchements. Bien qu'inégale, la proposition des cuvées Kurosawa reste généralement bien fichue, jusqu'à 2008, et ce film dont il me fallait absolument vous parler. Côté scénario, on est à Tokyo, et on suit le destin d'une famille sans histoire, de classe moyenne. Le père salaryman, la mère au foyer, et les deux fils vont et viennent avec leurs propres problèmes. Voici ce qu'en dit le réalisateur. Donc c'est l'histoire d'une famille de 4 personnes, une famille assez banale, mais qui va petit à petit être menée à sa destruction. Et donc partant de ce scénario, bon, ce n'était pas possible de n'introduire que des éléments joyeux. D'ailleurs, il n'y a quasiment pas de moments joyeux dans le film, mais ce que je me suis attaché à décrire dans ce film, ce sont les moments de douleur, comme les moments où on se rend compte qu'on ne se comprend pas, on croyait se comprendre, et puis en fait, on se rend compte qu'on n'y parvenait pas, mais aussi les moments où une personne en qui on avait une totale confiance nous trahit. Donc tous ces moments de bascule, je pense qu'on peut les relier à la question de la peur, et donc de manière assez naturelle, c'est devenu un film qui fait peur. Kurosawa, on l'a vu, est très attaché aux films de genre. C'est d'ailleurs là où on l'attend, mais Tokyo Sonata ressemble plus à un drame classique qu'autre chose. Le réalisateur ne plaisante qu'à moitié quand il le qualifie d'ailleurs de film à la Koreeda justement, devenu maître étalon dans ce registre. Cette fois donc, pas de meurtrier, pas de policier fou, juste des ressorts humains qui se tendent, et un thème qui revient comme un leitmotiv dans la filmographie du réalisateur, les difficultés à communiquer avec autrui, particulièrement sensibles dans une société japonaise sur le déclin. Dans Tokyo Sonata, le boom économique qu'a connu le pays jusque dans les années 90 est clairement dans le rétroviseur, et les individus subissent de plein fouet une violence qui n'est plus celle des fantômes ou de l'inexplicable, mais une violence sociale des individus ou du système, pas moins difficile à comprendre tant elle peut paraître injuste et absurde. Côté réalisation, si on peut trouver que Kurosawa réalise ses films de genre de la manière la plus anti-spectaculaire possible, sans jumpscare, sans poursuite effrénée ou scène gore qui vous explose à la gueule par exemple, mais bien au contraire avec des plans et un montage des plus traditionnels et une utilisation savante de la bande-son qui vient créer la tension, eh bien Tokyo Sonata suit cette recette, l'ambiance sonore anxiogène en moins. Tout y est filmé de manière régulière, à distance respectueuse des personnages, comme si la caméra ne pouvait rien pour ces personnages ou ne devait pas influencer le spectateur sur le regard à porter sur ceux-ci. Bien qu'il détonne dans la carrière de son réalisateur, Tokyo Sonata est un film important. On y parle du monde de l'emploi et de ses difficultés, des apparences à garder vis-à-vis de ses collègues, des amis, de la famille et de ses répercussions quand elles confinent à l'hypocrisie ou au mensonge. C'est un beau et un très bon film qui illustre tout le talent et le savoir-faire de Kurosawa,
même dans un registre qui n'est pas le sien, et qui malgré l'ambiance générale de tension et de rupture, voit poindre l'espoir et la lumière. Avez-vous déjà vu un ovni ? Parce que The Taste of Tea est peut-être à nos yeux occidentaux ce qui s'en rapprocherait le plus, un objet visuel non identifié. Par là, je ne veux pas dire que ce film est complètement what the fuck, comme seuls certains craquettes de la com nippone ont su nous pondre. Non, je veux juste vous dire que ce film ne ressemble à aucun autre, et que c'est une sorte de joyeuse anomalie, non seulement dans le paysage du cinéma, mais aussi dans la carrière de son réalisateur. Donc avant de vous parler de ce film fabuleux, assurément dans mon top 5 de mes films préférés, parlons de son réalisateur, Katsuhito Ishii. Ishii s'est fait remarquer en 1998 après son premier film, Sharkskin Man and Peach Hip Girl, un mélange de films de yakuza entrecoupés de situations loufoques. D'abord plutôt tourné vers le film de genre et de l'action, avec des références assumées à du Tarantino avec qui il collabora pour produire le petit clip animé chargé d'introduire un personnage de Kill Bill en 2003, il finit par évoluer de style. En 2004 sort The Taste of Tea, son troisième long métrage sur lequel je vais revenir dans un instant. En 2005, Funky Forest est une co-réalisation d'une collection de scénettes et sketchs complètement tirés par les cheveux pour le coup, et sa carrière deviendra de plus en plus confidentielle jusqu'à laisser vraiment circonspect quant à comprendre comment un mec qui pond une telle masterclass comme The Taste of Tea en 2004 peine aujourd'hui à financer des films et s'est davantage tourné vers le court-métrage et la publicité pour boucler ses fins de mois. The Taste of Tea, c'est un film que je qualifie de slice of life, un genre connu notamment dans le manga avec des titres comme Bonne nuit Poun Poun, et qui, comme son nom l'indique, tranche de vie, bat au rythme du quotidien, accompagne les personnages dans leur vie de tous les jours, quitte à ce que celle-ci ne soit pas grandiose, à l'inverse d'une mouvance plus traditionnelle du cinéma qui vient vous faire rêver et vous exploser à la gueule. En fait, le slice of life vient militer et susurrer que tout vaut la peine d'être filmé, même l'insignifiant, la petite conversation badine d'un couple, ou le trajet en transport trop commun. Côté scénario, dans The Taste of Tea, on suit quelques journées d'une famille qui vit en campagne, et chaque membre se verra traité avec son propre arc narratif. Voici une citation d'Ishii quant à son film. Dans The Taste of Tea, mon idée de départ, c'était cette figure du grand-père qui aime bien taquiner sa petite fille, qui essaie de la faire rire en faisant des choses idiotes, chantant des chansons bizarres. Mais, au final, ce n'est pas tant pour elle qu'il le fait, mais pour lui, il veut surtout s'amuser. Vous savez, c'est comme dans une famille, il y a toujours des private jokes, des blagues, des références qui ne fonctionnent que dans le cadre familial mais que vous ne révélez pas en dehors. Eh bien, c'est un peu le cas ici. Donc c'était mon point de départ, et ensuite j'ai pu articuler le reste de mon histoire en essayant de répondre à ces questions. Pourquoi cherche-t-il à faire rire sa petite fille ? Que font le père et la mère en dehors du cadre du foyer ? Que font chaque personnage quand ils ne sont pas dans le cadre de la caméra ? Et cette addition d'événements qui se déroulent quand il n'y a aucun témoin devient l'histoire de la famille. Dans son ensemble, le film s'agrémente de différentes séquences aussi drôles que lunaires entre ses différents arcs et se finit en une sorte de boucle, de retour à la normale, laissant au spectateur une impression assez rare au cinéma, décontenancée par la narration si peu ambitieuse et tellement modeste, proche du réel et de nos vies à tous. Côté réalisation, le film se fente de trouvailles visuelles, d'ingénieuses séquences qui confèrent une identité unique et une originalité qui donne à ce film toute sa force. Dans ce quotidien banal, le surréaliste crève littéralement l'écran et vient créer une œuvre artistique qui rallie fond et forme de manière magistrale mais jamais gratuite. En conclusion, The Taste of Tea, c'est un film admirable pour plein de raisons, mais aussi un film touchant, sincère, à aucun moment poseur ou m'as-tu vu. On sent que Ishii a une vraie tendresse envers ses personnages, qu'il laisse d'ailleurs improviser devant sa caméra pour révéler leur plein potentiel. Et dans ce décor si paisible, ce côté pas pris au sérieux, comique déjanté et inattendu vient faire du film une dose de vitamine qui vous colle un smile qu'on aurait envie de se mettre en intraveineuse pour le restant de nos jours. En bref, on utilise peut-être de manière trop galvaudée aujourd'hui le terme de génial ou de chef-d'œuvre, mais il ne faut pas sous-estimer cet adjectif quand on la colle à The Taste of Tea. Malheureusement, cette réussite n'a pas connu de suite et la carrière de son réalisateur laissa à désirer, mais bon sang, réjouissons-nous d'avoir eu accès à un tel trésor. The Taste of Tea est à mon sens l'un des, si ce n'est le film le plus rafraîchissant des 25 dernières années. Courez le voir.
Peuple de YouTube, merci d'avoir regardé cette vidéo, ça me fait grandement plaisir que tu sois arrivé jusqu'ici. Si ces films t'ont plu, n'hésite pas à les ajouter à ta watchlist et puis à me dire ce que t'en auras pensé dans les commentaires, on pourra en discuter avec grand plaisir. Si tu les connais déjà, si tu les as déjà vus, c'est pareil, hein. Et puis pour cette petite vidéo, eh ben, n'hésite pas à la partager, à liker, à la commenter, tout ce que tu voudras, ça ne fera que du bien à cette chaîne. Pour nous, on se retrouve en avril et je vais vous parler depuis Lille, ma ville d'origine, parce que je souhaitais vous en parler un petit peu, vous la présenter, cette ville mal aimée de consanguins de merde où il pleut tout le temps. Et ben j'ai peut-être des choses à vous en dire et peut-être que ça vous donnera envie d'y passer. Et puis juste après, eh ben on partira au Japon. On retournera pendant un peu plus de 2 mois au Japon, à Tokyo, et donc j'espère vous faire plein de belles vidéos de là-bas. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très bientôt, merci et à bientôt YouTube.